n'y a que des avantages à avoir adhéré au relais là-dessus. Le premier, c'est que du coup, ça balise un protocole d'accueil. C'est extrêmement sécurisant pour les équipes et pour les familles. Avec le relais, on travaille de 4 manières. D'abord sur la préparation et le suivi d'un accueil d'un enfant en situation de handicap. Ensuite sur des renforts, quand des animateurs viennent sur des journées spécifiques avec nous. En 3, l'utilisation des malles pédagogiques. Et en 4, on a des animateurs qui viennent sur les journées de formation proposées par le relais. Donc, en fait, on utilise tous les services proposés par le relais. À partir d'une situation, on passe beaucoup de temps à échanger et à essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe, comment on en est arrivé là, pourquoi la famille réagit de telle manière, pourquoi l'enfant va agir lui de telle ou telle façon et qu'est-ce qui se passe avec le reste du groupe. Oui, on a observé plusieurs choses qui ne sont pas forcément quantifiables. La première, c'est que lorsqu'une famille ou que le relais nous contacte pour l'accueil d'un enfant, on est très détendu et très à l'aise parce qu'on sait faire. La deuxième, c'est qu'on s'oblige à mettre dans tous nos projets, dans tous nos écrits, le fait qu'on accueille des enfants portant handicap et qu'on est signataire de la charte handicap, vacances et loisirs non spécialisés. Il y a 15 ans ou 10 ans, on pouvait entendre des choses comme « est-ce qu'on doit vraiment l'accueillir ?» On peut pas, on n'est pas éducateur, on n'est pas formé. Ces questions-là, on ne les a plus. Les questions qu'on a maintenant, c'est « ok, comment on va faire pour bien l'accueillir ?» On a transposé le doute sur l'obligation d'accueil à la condition du bon accueil. Nous, on observe quand même chez les enfants beaucoup de gestes de solidarité et d'empathie assez spontanés. Et c'est toujours assez beau de voir un enfant qui va spontanément modifier son comportement pour permettre l'inclusion de l'autre.